Bienvenue dans l'un de ces Accenture Sustainability Days. C'est un mot qui n'est pas facile à prononcer, mais Dieu sait si l'enjeu est important, puisqu'il s'agit là de travailler sur la transformation durable au cœur de l'entreprise. Je m'appelle Philippe Bloch et je suis ravi de vous accueillir pour l'une de ces 10 sessions consacrées aujourd'hui à un thème majeur, la construction d'organisations plus durables. Alors vous le savez, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, les entreprises ont beaucoup travaillé à la redéfinition de leur raison d'être. Pour autant, cet effort de clarification porte bien sûr ses fruits, mais il n'est pas suffisant pour permettre à l'entreprise d'avoir un impact sociétal systémique et systématique. Est-ce qu'il est possible de changer les modèles organisationnels de l'entreprise, le mode opératoire de l'entreprise et ses paramètres organisationnels pour provoquer ce changement systémique ? Je vous propose d'en débattre avec mes 4 invités du jour. À ma droite, Dominique Buignier. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe. Vous êtes Chief Operating Officer d'Octotechnologies, qui fait partie du groupe Accenture. Juste à vos côtés, Manuel Boujard, qui est directeur de la transformation de RH du groupe Engie. Et, je l'annonce peut-être comme un scoop, je ne sais pas, en tout cas c'est dans l'actualité, futur DRH Europe du groupe. Bonjour. Bonjour. Julien Fanon. Bonjour Julien. Vous êtes directeur exécutif talent et organisation chez Accenture. Bonjour. Vous allez alimenter en concept notre débat puisque vous êtes venu bardé d'études et de chiffres qui vont nous aider à bien comprendre les enjeux. Et enfin, Maxime Gervais qui est DRH Holding d'Europe Assistance. Bonjour Philippe. Dont la raison d'être est évidente puisque je m'en sers beaucoup en tant que client et je sais à quel point vous m'êtes utile dans ma vie depuis des années. En tout cas, on va démarrer de manière très simple puisque en fait, quand on parle d'organisation responsable, génératrice de valeur dans la durée, c'est un vaste programme, Julien, il est ambitieux, mais avant d'étudier la façon ensemble de rendre cette organisation plus responsable, est-ce qu'on peut essayer ensemble de définir en introduction cette notion d'entreprise responsable à un moment où, depuis la loi Pacte, on n'en a jamais autant parlé en France ? Et effectivement, c'est nécessaire. Merci Philippe. Une entreprise responsable, pour le dire simple, c'est une entreprise qui arrive à réconcilier la création de valeur économique avec une responsabilité sociale et environnementale. Et donc cette responsabilité, elle est capable, cet impact positif, cette entreprise est capable de l'avoir via son business model, c'est-à-dire les produits et les services qu'elle amène sur le marché ou qu'elle décide d'arrêter, ou via son operating model. Et donc son operating model, c'est la façon d'amener ses offres sur le marché. Et donc effectivement, ça revient à regarder la façon dont on est organisé pour produire cette offre-là. Vous m'avez donné une phrase qu'on va peut-être voir à l'écran, je ne sais pas si on va la voir, mais j'ai noté parce qu'elle est intéressante, d'un professeur d'économie à l'Université Collège de Londres, Mariana Mazzucato, qui dit « Le changement nécessaire doit être au cœur même des modèles d'entreprise et des chaînes de valeur, au lieu d'être traité comme une réflexion après coup ». Ça sonne déjà comme une critique, la réflexion après coup. Est-ce que c'est une façon d'ouvrir le débat, d'ailleurs, ça ? Je pense qu'en fait, on y viendra dans le cours de ce débat, mais vouloir avoir de l'impact, c'est repenser la façon de faire. Et on ne peut pas saupoudrer de l'impact, de la responsabilité, une fois que le business model et l'operating model sont figés. Donc il faut vraiment mettre cette logique de création d'impact au cœur de la réflexion des nouvelles offres et au cœur de la réflexion des façons de faire. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur ce plateau. Comment on peut mieux s'organiser, comment on peut mieux organiser l'entreprise pour être capable vraiment d'avoir de l'impact dans le cœur de ce qu'on fait. Est-ce que la définition que donne Julien en introduction convient aux uns aux autres ici, ou est-ce que vous voulez un complément éventuel ? Comment créer une organisation responsable et génératrice de valeur dans la durée ? Est-ce que vous voulez un complément de définition ou pas ? Nous, on la vit tous les jours. Donc, c'est une bonne définition qui nous permet d'avancer. Alors, parce qu'on vient d'évoquer le quoi, moi je vous propose d'évoquer un peu le pourquoi, le fameux why. Simon Sinek, il a été très en avance. Beaucoup ont initié les réflexions depuis quelques années sur cette base. Et puis aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Mais en fait, pourquoi devenir une entreprise responsable ? Et puis, je peux être aussi un peu taquin. Est-ce que c'est pas un peu de greenwashing ? Est-ce qu'on peut accuser certaines entreprises d'en faire lorsqu'elles s'y mettent ? Mais en tout cas, quelle est l'intention derrière, en fait ? Peut-être Maxime ou Julien, pour démarrer. Alors oui, je rebondis très volontiers. Nous, la notion de responsabilité est vraiment au cœur de notre mission et de ce qu'est notre entreprise. Europe Assistance, notre motto, c'est de la détresse au soulagement, partout, à chaque instant. Et notre enjeu en tant qu'entreprise, c'est vraiment d'aider chacun de nos clients à passer d'une situation compliquée, que ce soit en voyage, sur la route, avec une personne âgée, à une situation opérationnellement, pratiquement améliorée. Ça, l'entreprise est née sur cette mission. L'entreprise est née sur cette mission. D'accord. Donc on vit cette responsabilité sociale de notre mission, vraiment dans chacun de nos actes vis-à-vis de nos clients. Après, la question, c'est
comment est-ce qu'on le fait vivre au quotidien avec nos collaborateurs et avec nos clients. Et comment est-ce que tout cela draine dans l'entreprise efficacement aussi avec nos interlocuteurs sur le marché. Je pense qu'un des éléments fondamentaux de notre ADN, à la base de tout cela, c'est la dimension médicale d'assistance qu'a Europe Assistance. On a des équipes assez formidables de médecins, d'infirmiers un peu partout dans le monde qui sont en capacité de vous rapatrier, de vous aider quand vous avez un problème médical. Et ça a été vraiment l'initiation d'Europe Assistance. Donc c'est vraiment au cœur de notre ADN. Et après, en termes d'impact social, pour essayer de traduire ça au-delà de ce que l'on fait pour nos clients, notre mission étant par essence du care, du soin, nous faisons le choix au quotidien d'offrir aussi nos services quand il y a des situations de crise au gouvernement qui nous le demandent. Et on a des instances de dialogue régulières avec eux ou avec différents organismes pour pouvoir le faire. 3 exemples concrets. Nous avons réussi à mettre en place des centres de vaccination au Stade de France ou à l'Arena, à la Défense, à la demande des pouvoirs publics pour vacciner dans le cadre du Covid. On a fait la même chose dans d'autres pays, en Espagne, très efficacement, en Italie. On était en capacité aussi à fournir du matériel respiratoire en Inde. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer pour nos clients, mais pour la société de manière plus générale, parce que c'est dans l'ADN de notre mission. Effectivement, WeCare est au cœur d'Europe Assistance depuis toujours. Exactement. Il y avait le You Live, We Care. Et d'ailleurs, on va en reparler après parce que vous êtes en train d'y retravailler en ce moment pour redéfinir un petit peu ce que ça signifie autour de ce mot care que vous définissez d'ailleurs comme caring, available, reliable et easy to work with. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on pourra débattre ensemble. Manuel Boujard, vous êtes au cœur de la décarbonation, un acteur important de cet enjeu fondamental. Ça aussi, c'est une magnifique motivation commune et collective. En tout cas, ça nous donne une bonne raison de nous lever le matin, parce qu'on a une raison d'être dans cette entreprise chez Engie qui est de contribuer à décarboner toute l'économie et d'accélérer ce mouvement-là. Donc c'est un choix qui a été très très engageant. Il y a quelques années, on a commencé à se séparer toutes nos activités qui ont trait au charbon ou à la production de gaz. Et quand on voit que les prix d'énergie ont explosé de 100% en un an sur le gaz, c'était très lucratif. Donc c'était un choix engageant d'aller vraiment sur l'économie décarbonée. Qui a attiré chez vous beaucoup de talents. Exactement, on a eu 800 000 CV de gens qui croient à ce qu'on fait parce que nous on y croit. Quelque chose d'unique, effectivement. Et par ailleurs, on poursuit ce mouvement puisque le groupe Engie vient d'annoncer qu'il allait céder ses activités de service Equance à Bouygues pour justement avoir les moyens d'investir très très fort sur les énergies renouvelables. On l'a fait la semaine dernière avec une entreprise en Espagne, Eolia, pour 2 milliards d'euros. Et puis on investit aussi bien évidemment dans le gaz vert parce que notre métier c'est de transporter le gaz, donc l'hydrogène et puis le biométhane. Alors, peut-être, on va poursuivre un premier tour de table comme ça avec vous, Dominique. Peut-être un mot sur Octo, parce que je ne veux pas faire offense à Octo, mais vous êtes un tout petit moins connu peut-être que Engie et que Europe Assistance dans la vie des Français. Pour autant, c'est une magnifique entreprise, puisque c'est en fait un cabinet d'architectes IT, en fait, qui regroupe près de 700 collaborateurs. Vous menez 1300 missions par an. Et vous êtes une entreprise extrêmement atypique, au fond, parce que je vous ai découvert, vous êtes depuis très 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 longtemps dans tous ces sujets. Vous étiez vraiment prêt, peut-être plus que beaucoup d'autres entreprises qui réfléchissent actuellement à ces sujets, depuis toujours. Pourquoi ? Merci en tout cas j'ai découvert votre entreprise. Le compliment. D'architecte de systèmes d'information, maintenant nous accompagnons la transformation numérique des entreprises. Donc on va beaucoup plus loin que vous étiez les architectes. C'est encore comme ça que vous présentez sur le site en fait. Entre autres, oui. Alors pourquoi est-ce qu'on était probablement plus près que d'autres dans ces transformations? Parce que, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a à peu près 10-15 ans, on a fait un travail en profondeur sur notre why, en nous inspirant de Simon Sinek. Absolument. Tout à fait. Et on a fait émerger quelque chose qui est très présent, prégnant dans notre ADN. C'est ce qu'on appelle chez nous le « There is a better way ». Et chez Octo, on se questionne en permanence. On questionne. Vous êtes une bande de curieux, vous On l'avez est une dit. bande de curieux, tout à fait. On questionne ce qu'on fait, on se questionne comment on le fait, pourquoi on le fait. Et je pense qu'on était prêt effectivement pour ce tournant de l'entreprise responsable. C'est un tournant qu'on a pris vraiment il y a 2 ans et demi. Ce serait faux de dire qu'on l'avait avant cheville au corps. On a été pendant des années on va dire, vigilant à notre mode opératoire, vigilant à notre corps social, avec des pratiques de management qui étaient innovantes, très bienveillantes, très respectueuses. Et puis, depuis 2 ans et demi, on a
pris le tournant de l'environnemental beaucoup plus fort parce qu'on a un collectif de salariés très engagés. On en parlera après avec Ouais. Julien. Vous étiez très employé-centrique. Vous étiez d'ailleurs 6 ans de classement sur le podium, en fait, Great Place de to Great Work. Place to Work. Oui. Et là, vous avez une étape d'après, c'est être B Corp. Oui. Et effectivement, ça a été un mouvement très engageant. Et là, on rejoint je ne veux pas révéler ce dont on va parler après, mais un peu quand même en parlant de stakeholder centricity, puisque c'est un petit peu le claim de Julien. Julien, je vous taquinais un peu sur le greenwashing. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je sais que ça vous énerve, donc c'est pour ça que je vais vous permettre de vous libérer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez quand on attaque certaines entreprises de le faire parce que ça fait bien? Non, pas de souci, Philippe, je vais répondre à votre esprit taquin. Effectivement, il y a une croyance ou une tendance à vouloir opposer systématiquement la performance économique et la responsabilité sociétale. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on démontre en fait que c'est pas fromage ou dessert. En fait, on peut être très performant économiquement en étant tout à fait responsable ou tout à fait responsable en étant très performant économiquement. Alors, vous avez précisé tout à l'heure que j'allais arriver avec un certain nombre d'études. On vient de mener, nous, une étude sur 4000 entreprises pour comparer leur performance économique avec leur performance sociétale. Donc en fait, on a pris 4000 entreprises, on a pris leurs données publiques, à la fois leurs données financières et leurs données extra-financières. Et puis en fait, on a défini une méthodologie de scoring sur 100 pour être capable de classer les entreprises par rapport à ce qu'elles démontraient de performance sociétale. Et puis on s'est rendu compte que le premier quartile, les 25% d'entreprises les plus performantes socialement et écologiquement, étaient aussi les plus performantes économiquement. En fait, ce premier quartile a 5 à 6 points d'EBITDA en plus que les entreprises moins responsables. Et donc là, on voit bien le lien entre performance économique et responsabilité sociétale. Et donc la responsabilité sociétale permet de se différencier, permet d'aller chercher des nouveaux marchés, permet d'attirer de meilleurs talents. Et donc il y a une logique économique à faire preuve d'une plus grande responsabilité sociétale. Mais évidemment, il n'y a pas que la logique économique, c'est aussi la bonne chose à faire. On voit la place de l'entreprise dans la société d'aujourd'hui, on voit les défis sociétaux qu'on a, donc c'est normal que l'entreprise, de toute façon, aille sur ces sujets. Les entreprises à la pointe des questions environnementales et sociales génèrent des marges 21% plus élevées que celles de leurs pairs. Absolument, voilà. Donc dans ce rapport, on voit sur un certain nombre d'indicateurs financiers l'avance que peuvent prendre les entreprises les plus responsables. Alors venons-en à notre thème, parce que si bon que cela pour l'entreprise, où est-ce que cela bloque ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à transformer tout cela en comportement et en nouvelles pratiques quotidiennes pour l'ensemble des collaborateurs pour créer cet impact social et environnemental positif? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour traduire cette ambition finalement en impact systémique? Est-ce qu'on commence avec qui? Maxime peut-être? Dites-nous. Oui, alors nous, notre conviction très forte, c'est que cet impact social systémique passe par chaque collaborateur. Et donc, il faut que l'on partage notre mission, les comportements attendus, la manière dont on veut travailler avec nos clients, avec chacun d'entre nous. Et donc, pour ce faire, on a traduit le WeCare dont vous avez parlé en un cycle de formation qui a été délivré à chacun de nos 10 000 collaborateurs dans le monde pour aligner les comportements. Après, une fois qu'on a aligner les comportements, et donc ça nous permet d'avoir des gens qui sont capables d'embarquer cette responsabilité et ce comportement caring dans tout ce qu'ils font, dans la conception de nouveaux produits, dans la conception de systèmes, dans l'approche vis-à-vis des clients. L'étape suivante, c'est de rentrer en relation ensuite avec l'ensemble des stakeholders de la société civile pour pouvoir aussi délivrer ce WeCare. Et ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on fait d'une part dans nos instances collectives d'assisteurs en France, ou ce que l'on fait dans nos échanges très réguliers maintenant avec un certain nombre de pouvoirs publics dans les différents pays, ce qui nous permet d'être au courant de leurs besoins, de leur apporter nos expertises, nos compétences lorsque c'est nécessaire, et puis de pouvoir être appelé quand il y a une urgence pour venir les aider, comme on a pu le faire pour la vaccination par exemple. Vous évoquez, Maxime, 10 000 personnes dans le monde, j'imagine beaucoup de pays, beaucoup de langues, beaucoup de cultures. Tout à fait. Est-ce que pour autant on retrouve le même appétit, la même envie de faire bouger les lignes ou pas dans le monde entier chez Europe Assistance? Est-ce que cette thématique parle à tout le monde, dans le monde aujourd'hui ou pas? Parce qu'on voit bien que où qu'on soit dans le monde, on traite les mêmes sujets, on a les mêmes sujets aux infos et c'est un enjeu capital majeur, notamment pour la planète. Est-ce qu'on perçoit cette globalisation de l'envie? Alors je dirais oui, en particulier en tout cas chez Europe Assistance, puisque les gens qui travaillent chez nous sont vraiment mus par ce You Live We Care. Et donc ont envie de le traduire opérationnellement
pour nos clients ou pour leur communauté. Donc c'est déjà par design, la manière dont on recrute et dont on interagit avec nos collaborateurs, quelque chose qui est très fort. Et cette envie de mettre ce WeCare en musique, nous l'avons ressenti très fortement, ne serait-ce qu'en regardant la participation à ces formations et la manière dont elles avaient un impact ensuite opérationnellement pour nos clients. Dominique Bugnier, je disais, vous étiez très préparé à cet état d'esprit, une bande de curieux, des gens qui faisaient les choses différemment, une entreprise qui essaie de garder ses collaborateurs plus longtemps dans un monde où les meilleurs talents sont très vite attirés par des gens qui les recherchent aussi. Qu'est-ce que vous avez changé finalement pour aller encore plus loin dans la concrétisation de cette ambition et dans des comportements encore plus responsables ? Ce qu'on a changé, c'est qu'on s'est donné un challenge il y a 2 ans, c'est de réussir la certification B Corp. Alors racontez-nous, parce que ça c'est un enjeu incroyablement engageant. C'est un enjeu incroyablement engageant. Il nous a fallu 18 mois pour être certifié B Corp. Et on a eu envie de relever ce challenge parce que B Corp, c'est une des certifications les plus engageantes, c'est international, c'est compliqué. C'est compliqué de devenir B Corp. Ça se mérite. Et ce qu'on a trouvé très intéressant dans le choix de B Corp, comme le disait Julien, c'est B Corp vient regarder à la fois l'operating model et le business model. D'accord. Donc, pour réussir une certification B Corp, il faut se transformer sur les 2 pans. On peut difficilement réussir à être certifié B Corp si on ne commence pas à se questionner à la fois sur l'operating model et le business model. Ce qui fait que vous êtes amené à vous poser des questions sur tous les pans de l'entreprise. Les clients, les collaborateurs, la gouvernance, la relation avec l'écosystème, la collectivité, les fournisseurs. Donc c'est très vaste. Sur quoi étiez-vous mauvais ? Et vous me l'avez dit d'ailleurs, il y a plein de choses que vous ne mesuriez pas et vous avez démarré par un bilan carbone, je crois. Ouais. Alors ça, c'est incroyable parce qu'il faut, en toute humilité, on est une boîte de la tech, donc on est normalement une boîte de la data. Et on s'est rendu compte qu'on mesurait il y a 2 ans quasiment rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de notion réelle de notre empreinte carbone. On n'avait pas de notion, et ça va peut-être faire hurler des personnes, mais je ne peux être, en toute sincérité, je ne peux que le dire, on n'avait pas une notion de l'évolution de notre gender mix. Donc il y avait plein de choses qu'on avait de manière intuitive, mais non pas avérées par de la data. Et en fait, B Corp nous a structuré énormément, nous a poussé à aller chercher de la data, à aller regarder où on était bon, où on n'était pas bon. Et effectivement, sur l'aspect environnemental, on n'était pas très bon, vraiment, à l'époque. Et c'est là où on s'est pris notre première claque. Et sur le gender mix, la diversité également, vous avez progressé là-dessus ? Ah oui, on a progressé. Oui, on a progressé. Et c'est à la fois, alors là c'est une obligation parce qu'après ça j'imagine que on est renouvelé chaque année, B Corp, Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est ça. Ouais. Donc ça met une forte pression. Oui. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit rapide ou pas ? Parce que je crois que vous m'avez aussi dit, ça prend parfois du temps. Ça prend du temps. Alors disons la vérité. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on n'est pas, comme disait tout à l'heure Julien ou Maxime, on n'est pas à côté de l'entreprise. Pour avoir une démarche sincère, il faut revoir le cœur. Et revoir le cœur, c'est revoir toutes ces modalités de fonctionnement, et ça prend du temps. On ne peut pas chercher un ROI en claquant des doigts là-dessus. Oui. C'est pas possible. Et ça change beaucoup de choses, ça change aussi votre offre de produits, votre façon de fonctionner, parce que vous fabriquez aussi des logiciels pour vos clients, et vous les invitez à être un peu moins consommateurs de fonctionnalités, j'ai appris ça, qui sont consommatrices de CO2, donc ça change jusqu'à l'impact que vous avez sur l'offre de services à vos clients en fait, parce que votre raison d'être doit être alignée en fait à vos produits aujourd'hui. Totalement, parce que notre cheminement a été, quand on s'est lancé dans B Corp, de faire notre bilan carbone. Et de faire un bilan carbone exhaustif, donc sur les 3 scopes. Et on s'est rendu compte que plus de la moitié de notre empreinte carbone était liée à notre cœur de métier. C'est-à-dire à ce qu'on produit. C'est-à-dire au code qu'on développe et qu'on met en production chez nos clients, pour nos clients. Donc quand vous prenez conscience que c'est vraiment le cœur de votre métier qui est aussi impactant, là, on doit se poser des questions. Et on va assez rapidement sur revoir ses pratiques. Comment est-ce qu'on fait un numérique beaucoup plus responsable ? Comment on le fait ? Pour qui on le fait ? Pourquoi on le fait ? Je sais que ça prend du temps. C'est une des réflexions actuelles de l'entreprise qui va se traduire peut-être par une nouvelle raison d'être d'ailleurs, c'est ça l'idée. Exactement, on est en train de réfléchir, de co-construire notre nouvelle raison d'être autour de cet engagement numérique responsable. Et ça prend du temps parce que dire entre un peu de mots des choses impactantes et compréhensibles par tous, c'est un vrai exercice. Extrêmement difficile. C'est tout sauf simple, on est d'accord ? Oui, tout sauf simple. Absolument. Manuel Boujard chez Engie, des exemples de concrétisation
de votre ambition de décarbonateur, si je puis vous appeler ainsi, en fait, pour traduire cette ambition au quotidien, ça se passe comment? Le premier exemple, c'est qu'il faut aligner, comme le disait Maxime, tous les collaborateurs. Il faut que le corps social y croit. Oui. Et donc nous, dans notre enquête d'opinion, on a 90% de collaborateurs qui considèrent qu'Engie est une entreprise responsable socialement et sur le plan environnemental. Et ça veut dire que de l'intérieur, ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, c'est que c'est bien ce qu'on veut faire. Alors après, il y a des résistances, c'est ce que vous disiez, qu'est-ce qui bloque? Il y a des gens qui ont fait toute leur vie de l'économie carbonée, donc ils ont du mal à faire le changement. Et puis vous avez des gens plus jeunes qui sont frustrés que ça n'aille pas assez vite. Ouais. Donc, pour ça, on a 2 grands leviers. Le premier, c'est par la preuve. Il faut montrer que ce qu'on dit, on le fait. Donc on a créé une offre pour nos clients qui est décarbonée. Tout leur site sur la partie énergétique et tous les services qu'on peut leur proposer, on se l'applique à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on va verdir toute notre flotte de véhicules dans le monde entier. Ça veut dire qu'on va revoir toute notre politique voyage, parce que comme on est dans 70 pays, on va essayer de limiter les voyages, on va faire par Teams, puisque le Covid nous a démontré que c'était possible. Et puis ça veut dire aussi que notre futur campus qu'on est en train de construire à la Garenne-Colombes, qu'on construit nous-mêmes, il va être totalement décarboné et on pourra montrer aux gens, voyez, ça marche, puisqu'on l'applique. Donc c'est par cette preuve-là qu'on arrive à démontrer que c'est possible. Et en même temps, il faut être sur le plan social très actif, parce que les collaborateurs, ils sont exigeants. Et dans un marché de talent très en compétition, il faut qu'ils y croient. Donc on a aussi mis en place un accord mondial pour offrir plus de droits sociaux. Par exemple, un congé parental et de paternité de 15 jours dans le monde entier pour tous nos collaborateurs quand ils sont confrontés à ça. On a aussi un dialogue social qui est très fort, puisque quand on vend notre entreprise Equans, 74 000 collaborateurs dans le monde, c'est énorme. C'est pas rien de ça. On a fait auditionner tous les acquéreurs potentiels par les syndicats. Ça a été très puissant. Donc, et on les a intégrés dans la décision. Ah oui. Et dans tous nos indicateurs de RSE social, que ce soit la féminisation, on a le même sujet. C'est par la preuve qu'on arrive à démontrer la formation, les apprentis. Pour nous, c'est un thème très important, les apprentis. Julien Fanon, on commence à avoir des leviers. Or, dans votre métier, vous en avez identifié une vingtaine, je crois, au cours d'une étude très intéressante. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce qu'on commence à trouver là quelques pistes que vous validez chez vos clients respectifs? Et qu'est-ce que vous avez appris avec cette étude, en fait? Oui, alors, en fait, vous rappeliez la très bonne citation de Mariana Mazzucato en entrée d'émission, qui dit qu'en fait, si on veut avoir un changement systémique, il faut mettre ce changement au cœur de la transformation, au cœur du business model et de l'operating model de l'entreprise. On ne peut pas saupoudrer de la responsabilité. C'est comme la levure, si on la met après la cuisson, c'est pas bon. Voilà. Et donc ça, c'est pas facile en fait, parce que il faut avoir une présence d'esprit de tous les jours, est-ce que je peux transformer ma façon de faire, est-ce que je peux transformer mes produits, mes services. Et donc c'est ce que disait Dominique, on a besoin à un moment donné d'avoir un cadre, un référentiel pour être sûr de rien oublier, d'être relativement exhaustif. Alors nous, on a identifié dans notre étude 23 leviers. On a 23 leviers qui permettent d'avoir une approche vraiment holistique de toutes les pratiques qu'on peut changer dans l'entreprise. Par exemple, quand je conçois des nouveaux produits, est-ce que je fais appel au ressort de l'innovation sociale ou je suis sûr finalement de donner accès aux produits ou aux services au plus grand nombre, d'intégrer de l'éco-design. Voilà, il y a un certain nombre de points à vérifier pour être capable de changer les pratiques au quotidien. Et tout ça, on a fait 2 choses pour en faciliter le déploiement. Déjà, c'est packagé. Déjà, on a une évaluation. N'importe qui peut évaluer. Quand je dis n'importe qui, c'est n'importe quel collaborateur, n'importe quel chef d'équipe, n'importe quel chef de département, n'importe quel patron d'entreprise peut évaluer son périmètre par rapport au périmètre du voisin ou à d'autres entreprises, puisque les 4000 entreprises qu'on a en base, justement, on est capable de se benchmarker, de s'évaluer face à ces entreprises. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a packagé ces points de contrôle pour que n'importe qui ensuite puisse prendre cette grille de points de contrôle et aller changer les façons de faire dans son équipe, dans son département. Et donc, on est vraiment sur cette logique clé, et Maxime, tu en parlais tout à l'heure, d'empowerment. Ça veut dire que si on veut faire ce changement systémique, il faut que chacun puisse se l'approprier et chacun puisse être acteur du changement au quotidien. Oui, et c'est vraiment un élément clé, effectivement, de faire prendre conscience et ensuite de donner les moyens comportementaux à chacun de pouvoir agir au quotidien dans son équipe avec ses différentes parties prenantes. Donc nous, c'est effectivement ce qui est au cœur de la transformation que l'on est en train de mettre en place. Il y a également, dans ce que vous avez découvert, l'importance de la connexion à l'écosystème. On peut peut-être en dire un mot, parce qu'en fait, c'est un des éléments que vous avez développé. Oui, c'est la connexion aux parties prenantes. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet depuis des années, ça paraît trivial, mais en fait, un des éléments clés, si on veut avoir de l'impact
systémique, donc de l'impact sur l'écosystème de l'entreprise, c'est d'être conscient de l'impact qu'on a sur les parties prenantes et d'être en relation avec ces parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est évidemment les consommateurs, mais ça fait des années qu'on dit sans eux, il n'y a pas d'entreprise. Sur les clients, c'est évidemment les employés. Mais c'est aussi la société civile, les ONG, les représentants de toutes les composantes de la société civile autour de l'entreprise, les fournisseurs, grands et petits. Voilà, tout ça, c'est les parties prenantes. Et donc, il y a un impératif à être connecté à ces parties prenantes. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, il y a a priori 3 barrières qui empêchent d'être complètement connectés. La première, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore cette vision systémique, n'ont pas encore une relation très unidirectionnelle par rapport aux parties prenantes. Elles en oublient aussi certaines. Elles ne pensent pas forcément à l'intégralité des parties prenantes, en fait, aussi. Absolument. Donc, il faut finalement basculer dans une logique plus symbiotique. L'entreprise en relation par rapport à son écosystème. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'elles les oublient et ou elles ne les connaissent pas. Donc, il faut davantage connaître ces parties prenantes, leurs attentes, leurs aspirations, leurs contraintes. Puis, le troisième, on en revient tout à l'heure, c'est il y a tellement de parties prenantes et elles sont tellement dispersées que chacun doit être acteur en fait, de cette prise en compte des parties prenantes dans l'entreprise. C'est ce que vous évoquez, c'est ce que vous appeliez, quand on a préparé cette émission ensemble, le stakeholder centricity. Après le customer centricity dans les années 80, l'employee centricity plus récemment, et maintenant, ça vient en fait remplacer tout, parce que finalement, c'est totalement insuffisant de se concentrer sur le client. C'est totalement insuffisant, et ce qui est insuffisant aussi, c'est finalement, et donc toutes les entreprises, ou une grosse majorité d'entreprises sur les 24-36 derniers mois ont redéfini leur raison d'être. Et ça, c'est formidable qu'elles se soient questionnées sur leur place et leur rôle dans la société. Mais on voit bien les limites de l'exercice aussi, c'est que cette raison d'être, elle doit ensuite cascader dans le reste de l'entreprise et chacun doit se l'approprier pour être capable de faire vivre cette stakeholder centricity. Est-ce que les uns les autres, vous validez l'idée qu'il n'y a pas forcément toujours une très bonne compréhension des différentes parties prenantes, les fameux stakeholders de l'entreprise, dans vos entreprises respectives? Manuel, est-ce que vous pensez que l'ensemble des membres de ENGIE, ils ont une bonne compréhension de ce qu'attendent les parties prenantes et de la façon dont ils peuvent interagir tel que le souhaite Julien? Ou le souhaiterait Julien? En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, il y a eu, il y a 2 ans, lorsqu'on a fait cette raison d'être, une consultation des collaborateurs qui ont dû aller voir les parties prenantes. Donc, il y a eu 15 000 personnes qui ont répondu sur une plateforme. D'accord. Et qui ont été interviewées, les clients, les fournisseurs, les associations et à l'échelle des territoires. Hein. Donc, on a essayé de faire ce travail. Est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans tous nos process, on met ça en place. Quand on recrute un fournisseur sur un contrat, on a des critères environnementaux et sociaux très forts. De la même manière, pour nos clients, on essaye aussi de mettre en avant notre offre RH comme un facteur de clause sociale, soit parce qu'il le demande, soit parce qu'il ne le demande pas. Et on lui dit, mais regardez l'emploi local qu'on propose, ou la féminisation qu'on apporte, ou les 5000 apprentis qu'on recrute en France, dans toute la France, avec des vrais effets leviers sur l'accès dans les quartiers politiques de la ville, hein, des choses comme ça. Bien sûr, oui. Et ça, on sent que l'écho ne cesse d'augmenter et que ça devient même un facteur différenciant très fort. Il y a un chiffre que j'ai là, 79% des PDG affirment que la Covid-19 a accéléré le besoin de transitionner vers des business models plus durables. Vous le ressentez ainsi, Julien, et vous-même, est-ce que vous êtes sentiment il y a une accélération? Vous dites depuis 2-3 ans, on y est encore plus. Est-ce que vous ressentez cette accélération ou pas? Nous, on la ressent chez nos clients qui sont de plus en plus en demande de comment j'y vais. Les raisons d'être ont été redéfinies. Maintenant, c'est quoi l'étape d'après? C'est pas parce qu'on a redéfini la raison d'être que tout de suite on a un impact systématique. Oui. Hein, et donc, il faut aller plus loin. Et effectivement, c'est cette redéfinition des business models et des operating models. Maxime Gervais, est-ce que chez Europe Assistance, il y a une conscience plus forte encore aujourd'hui de l'importance de s'intégrer dans son écosystème, ou globalement, compte tenu de ce que vous évoquiez sur votre ambition, émission, vision historique, ça a toujours été le cas? Alors, notre ADN fait que l'on est déjà naturellement très connecté avec les pouvoirs publics parce qu'on a un impact social et qu'on doit pouvoir répondre à des urgences qui sont très diverses. On sent une nouvelle dimension arriver. Notre maison mère Generali, qui est une société cotée, reçoit une pression des investisseurs pour être beaucoup plus durable. Nous, on rentre dans ces dynamiques-là et donc des dimensions nouvelles que nous ne considérions pas de manière aussi prégnante sont en train d'arriver dans nos business. Et aujourd'hui, on est en train d'opérer un tournant en positionnant le développement durable comme l'initiateur de notre stratégie et de toute la réflexion business que l'on est en train de mettre en place. Donc on voit un shift qui est en train de s'opérer avec le durable, la durabilité, l'environnement qui deviennent vraiment des sujets critiques, tout aussi bien que la prise en compte des parties prenantes que l'on a pu évoquer. Vous avez raison d'évoquer la pression
peut-être pas nouvelle, mais beaucoup plus forte qu'avant des investisseurs, parce que j'entends un peu partout que c'est un driver absolument incroyablement puissant aujourd'hui, aussi bien de la part des banques, des investisseurs, des fonds, etc. Est-ce que vous l'observez, vous, cette pression? Je viens vers Julien, parce que vous êtes un observateur éclairé de plein d'autres entreprises, mais vous pouvez bien sûr aussi confirmer dans vos entreprises respectives si vous le ressentez, cette pression. Oui, mais les investisseurs, oui, mais les candidats, les employés, enfin, elle est heureusement... Elle est au moins également aussi forte peut-être aujourd'hui. Parce au moins aussi on va forte. parler talent ensemble avec Dominique, ça c'est majeur, oui. Mm. Donc elle est forte, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, et donc on revient sur les parties prenantes. On sent bien que l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui ont un niveau d'attente supérieur à ce qu'elles étaient avant sur ce sujet. Vous évoquiez, Julien, l'empowerment, qui est un mot que les Français ne comprennent pas toujours, et pourtant Dieu sait s'il est important pour réussir ces enjeux. Dominique, chez vous, on empower beaucoup. C'est une des clés ou pas? Une des clés du succès d'Octo? Oui, même je ne sais pas si on utilise ce mot-là Vous ne l'utilisez pas en interne? très précisément, mais Il est intraduisible en fait. Ouais, il est difficile très à compliqué à traduire. traduire, comme souvent quand c'est un peu différent entre l'anglais et le français. On donne beaucoup d'autonomie. Oui. Beaucoup d'autonomie De liberté. aux équipes, tout à fait. On laisse la prise d'initiative, c'est quelque chose qui est clé chez nous. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les parties prenantes, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, depuis 12-18 mois. C'est même si, précédemment, on avait cette conscience de la diversité des parties prenantes, les conversations qu'on a aujourd'hui avec ces parties prenantes, ça a radicalement changé. C'est-à-dire que les candidats, comme le disait Julien, maintenant vont nous poser des questions sur ce que l'on fait d'un point de vue social, environnemental. Notamment quand ils postulent Pendant les entretiens, tout à fait. Nos propres clients, il y a, on va dire, encore 12 mois, lorsqu'on répondait à des appels d'offres, nous envoyaient des questionnaires, on va dire, centrés RSE. Donc, ils nous les envoient toujours. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous sommes questionnés par nos propres clients sur notre façon de faire notre métier, c'est-à-dire, en l'occurrence, le numérique. Et là, il y a un vrai shift. C'est-à-dire que nos clients nous poussent aussi à nous poser ces questions. Et de la même manière, on avait une relation avec nos propres fournisseurs qui était peut-être une relation, on va dire, d'acheteurs. Et aujourd'hui, avec nos propres fournisseurs, on rentre dans cette conversation sur qu'est-ce que vous faites vous aussi sur le sociétal, qu'est-ce que vous faites sur l'environnemental, comment est-ce qu'on peut vous aider à aller mieux parce qu'on a testé telle ou telle chose. Et donc je trouve que ces conversations avec les parties prenantes vont aujourd'hui beaucoup plus loin et intègrent justement ces dimensions sociétales et environnementales. C'est le gros shift que je vois depuis 12-18 mois. On reste un instant avec vous, Manuel, sur les collaborateurs. Juste un chiffre, 65% des employés pensent que les organisations ont la responsabilité d'augmenter le bien-être des collaborateurs. Si on parle des talents, parce que c'est un de vos business dans votre activité à vous, Manuel, de gérer les talents, de les garder, de les motiver, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de cette façon différente de répondre à leurs attentes? C'est vrai que la demande d'empowerment, elle est très forte. Donc nous, on a mis en place un programme d'agilité où, par équipe, on mesure avec un outil qu'on a développé nous-mêmes le degré d'agilité des équipes et on les accompagne pour faire plus. Et sur les talents veulent vérifier que d'abord, quand on les a au niveau du stade du candidat, mais quand ils sont dans l'entreprise, que ce qu'on dit, on va bien le faire. Donc ils s'assurent de ça. C'est pour ça que je reviens sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Pour moi, c'est pas un faux sujet que les investisseurs soient si exigeants. Et nous-mêmes, on s'est mis sous contrainte. Et en fait, la bonne réponse à un candidat ou un talent, c'est de lui dire, regarde, on a mis parmi nos indicateurs extra-financiers devant la bourse et devant les agences de notation, nos indicateurs sociaux, nos indicateurs environnementaux. Et si on ne tient pas nos engagements, et comme notre raison d'être elle est juridique, si on ne les tient pas, eh bien on va se faire dégrader notre notation et le prix de l'action baisse. Ça ferait vraiment réagir l'entreprise. Donc ça, un candidat, un talent, il regarde. Et on sent qu'on peut le convaincre avec ça. On a dit un mot très rapide sur l'inclusion et la diversité. Est-ce qu'on a déjà un petit peu évoqué? Vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que, Julien, c'est un vrai sujet aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore plus puissant qu'avant? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il est encore plus puissant qu'avant. Il fait partie des fameux 23 leviers qu'on évoquait tout à l'heure. Ça commence par la diversité, effectivement, avoir différentes minorités dans l'entreprise et ça finit par l'inclusion, c'est-à-dire ces minorités leur donner voix au chapitre et leur permettre d'avoir un vrai siège autour de la table. Là aussi, vous avez une enquête, je crois que vous avez menée il y a quelques mois. Alors, c'est une enquête qu'on a menée en interne, pour le coup, sur nos collaborateurs. Une enquête, alors Accenture a toujours été très active sur les sujets de diversité hommes-femmes, sur les diversités LGBT, Q et sur le handicap. On a voulu
aller un cran plus loin encore cette année. On a fait une enquête sur en fait, la perception des origines ethniques et sociales, qui est très encadrée en France, mais qui est possible, voilà, sous un certain nombre de critères. On a mené cette enquête auprès de nos collaborateurs en France et voilà, les résultats sont intéressants et très activables. Aujourd'hui, ce que la recherche montre, c'est que un employé qui sent qu'il a besoin de se conformer dans un moule, dans un modèle, est moins engagé. Il est moins engagé dans son entreprise. Et à une époque où on a besoin de plus en plus de talent et on a besoin de s'assurer qu'ils restent, ils s'inscrivent dans l'entreprise, mais en fait, c'est l'inclusion de la diversité est un levier clé à activer et toutes les entreprises doivent y venir. Alors, on va rester ensemble, Julien, parce que j'aimerais vous interroger sur une autre étude que vous avez menée. Vous êtes un homme d'études, je le disais, pas que ça, hein, mais aussi, puisqu'il y a une question évidemment majeure, c'est l'implication du leadership, comme dans toute véritable ambition d'entreprise pour réussir de tels paris. Et là aussi, vous avez, avec une étude récente, identifié, en fait, les qualités attendues d'un leader responsable. Vous avez trouvé 5 éléments qui m'ont moi beaucoup fait réfléchir parce que ce sont des sujets que je connais et que j'aime beaucoup. Et vous les avez formalisés d'une manière que je trouve très intéressante parce qu'ils résument beaucoup de choses du moment, en fait, de tendance. Quelles sont-elles ? Alors, donc il y en a 5. C'est effectivement une étude qu'on a fait avec le World Economic Forum l'année dernière. Donc les 5, c'est... Et on en a beaucoup parlé, la capacité à être stakeholder-centrique, voilà, donc à prendre en compte l'avis du stakeholder ou des stakeholders. Le deuxième, c'est toute la capacité à définir une mission ou un purpose et ensuite à le faire vivre. C'est pas que la définition, mais mission à le and faire purpose. Vivre. Voilà, exactement. Donc à le cascader dans les équipes. Le troisième, c'est d'activer en fait, d'avoir des leaders qui sont un peu plus cerveau droit qu'avant, ou pas que cerveau gauche, mais cerveau gauche versus plus cerveau droit. Voilà, l'empathie. Un quatrième autour de la capacité à maîtriser la tech et donc tout le potentiel de la tech, mais aussi une tech responsable, et tu en parlais Dominique, puis le dernier c'est tout ce qui va être la curiosité, la capacité à apprendre en permanence. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a demandé aux leaders d'aujourd'hui laquelle de ces dimensions ou lesquelles leur semblaient les plus intéressantes, et massivement les leaders d'aujourd'hui ont plutôt été sur la tech, alors qu'on a posé la même question aux leaders de demain. Sur l'émotion beaucoup sur en fait, la stakeholder centricity, oui. Et effectivement sur l'émotion. Et donc on voit bien que voilà, un nouveau style de leadership ou une nouvelle génération de leaders est en train d'émerger. Est-ce qu'il y a des cultures où c'est plus facile que d'autres de faire comprendre que les soft skills aujourd'hui sont au moins aussi importantes que les hard skills? Notamment, je prends la culture française, l'émotion, vendre nos business. Est-ce que on peut tenir ce discours de manière crédible? Alors que je suis convaincu que c'est absolument majeur comme tendance et que ça fait un très élément différenciant. Oui, donc il y a des cultures pays, il y a des cultures métiers qui peuvent être plus ou moins perméables à ça. Et je pense que notre rôle, c'est aussi un peu comme tout à l'heure sur la responsabilité sociétale. On peut être performant et on peut être responsable. On peut être un bon leader en ayant en même temps un cerveau droit très développé. Et là, encore une fois, les études le montrent. Sur ces 5 éléments, émotion, intuition, stakeholder inclusion, mission and purpose, technologie, innovation et intellect et insights, les uns les autres, lesquels sont les plus difficiles à mettre en œuvre et les plus importants? Si vous avez répondu à ce sondage, madame, messieurs, qu'est-ce que vous auriez répondu? Dominique? Pour moi, la plus importante, c'est ce que j'appelle la congruence. Ah, vous en inventez un sixième qui intègre le tout. Non, c'est un mix de deux choses, c'est-à-dire exprimer une vision. Je pense que le leader se doit, dans ses transformations responsables, de donner une vision, de donner le rythme et surtout de l'incarner. En toute sincérité. Et on parlait d'émotion tout à l'heure. C'est là où il faut être sincère. C'est là où il faut être sincère, c'est-à-dire accepter que c'est une transformation, donc accepter qu'elle va être compliquée, accepter qu'on va peut-être pas y arriver du premier coup. Et quand c'est porté et incarné par le leader, ça donne une capacité d'entraînement auprès de tous les collaborateurs et collaboratrices qui est beaucoup plus forte, parce que ça donne la possibilité aux gens aussi de tester, de se dire qu'ils vont peut-être se tromper, mais que ce n'est pas grave parce qu'on est dans une transformation. Et cette sincérité, ce cerveau droit, pour moi, me semble aujourd'hui fondamental. Est-ce que, Manuel Bouchard, chez Engie, vous ressentez ces 5 éléments comme véritablement fondamentaux? Est-ce qu'il y en a dans un groupe comme le vôtre qui vous semblent encore plus importants que d'autres, ou ils sont tous également importants? En tout cas, je suis très d'accord avec ce que dit Dominique. En fait, la synthèse de ça, c'est cette incarnation par le leader qui porte sa vision, qui l'assume et qui a une exemplarité, une authenticité dans ce qu'il fait. Donc nous, on a cette chance chez Engie. Ça fait 2 grandes leaders qui succèdent. Ce sont les seules femmes du CAC 40. J'allais vous en parler parce qu'il y en a une qui a Isabelle Cocher qui a posé une vision et une raison d'être. Et aujourd'hui, Catherine McGregor qui a cette obsession que tout arrive, que ce qu'on dit, on le fait vraiment et qu'on prenne toute notre responsabilité vis-à-vis de la planète. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Honnêtement, si elles n'étaient pas là,
là, je pense qu'il y aurait des résistances trop fortes dans le corps social pour aller aussi vite et aussi loin. Mais la démonstration, là, par la preuve de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que lorsque Isabelle Kocher arrive, il y a 800 000 CV qui arrivent dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'une femme, et une femme en plus, qui tout d'un coup incarne à la tête d'une aussi grande entreprise une nouvelle ambition de cette nature, elle est capable de gérer 800 000 envies de la rejoindre. C'est quand même bien que le leader a une importance majeure. Oui, alors elles ont toutes les deux aussi cette force de bien dire qu'elles sont le représentant de toute l'entreprise. Donc bien sûr. C'est là, elles incarnent cette raison d'être. Après, le fait qu'elles soient connues, qu'elles apparaissent, que beaucoup de gens se projettent, que des femmes aient envie de rejoindre l'entreprise parce qu'elles se disent c'est possible et c'est pas juste pour les autres, oui, ça joue très fortement. Est-ce qu'on valide chez Europe Assistance l'importance de ce leadership ? Oui, complètement, et on le valide d'autant plus que pour nous, on a un enjeu de l'incarner et de le transformer en preuve. Un exemple concret, certes, nous sommes très attentifs aussi à la valorisation des femmes et à faire grandir des femmes, mais nous sommes aussi très attentifs à inclure toutes les personnes, tous les collaborateurs qui peuvent être malades ou qui peuvent être aidants de personnes malades. Et donc on a eu, très lié à notre ADN, toute une action auprès de l'ensemble de nos collaborateurs autour d'une charte cancer, autour de sensibilisation sur la et de dépendance, dépistage, exactement. Même vraiment pour nos collaborateurs, leur montrer qu'on est capable aussi de transmettre ce que l'on délivre à nos clients à chacun d'entre eux. Et donc ça permet d'incarner dans le leadership de l'organisation cette dimension caring aussi pour nos collaborateurs et de rendre vraiment vivante la transformation que l'on est en train de mettre en place. Il nous reste à peu près 4 minutes, donc si je répartissais le temps entre vous tous, ça nous laisserait quelques 45 secondes à chacun pour un dernier conseil ou des derniers conseils. Je sais que parfois c'est compliqué de donner des conseils, mais si je vous disais, vous êtes face à des collaborateurs de vos entreprises respectives, vous voulez leur faire partager votre ambition et surtout vous voulez les faire adhérer pour qu'ils agissent, vous leur dites quoi ? Vous êtes manager dans vos entreprises respectives, vous dites voilà, on veut aller là-bas ensemble, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je te conseille de faire en tant que collaborateur de l'entreprise. Quel conseil, Dominique, vous donnez tous les jours à vos collaborateurs? Moi, je dis oser. Oui. Osez, lancez-vous, osez. Je leur dis pas quoi faire, je leur dis allez-y. Vous avez les clés, allez-y. J'ai le droit de me planter? Oui. Surtout? Oui. Peut-être pas 2 fois, mais au moins d'expérimenter. Mais oui, une fois, j'ai le droit. Ah, mais bien sûr. Et il faut même. Et oui. Chez NGO, on dit quoi pour On dirait battez-vous parce que la transition énergétique c'est long, il faut être résilient et ça va pas arriver du jour au lendemain mais ça va arriver donc il faut se battre tous les jours pour ça. Et on est surpris comme on a encore un peu de temps, que vos réponses sont courtes, je profite pour approfondir ma question. Est-ce qu'on est parfois surpris? Est-ce qu'on a des bonnes surprises? Est-ce que vous avez un exemple éventuellement d'une initiative, de quelque chose qui est né justement de cette audace, de cette capacité à intraprendre? Un petit détail. Chez nous, on a des gens qui viennent en vélo. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont décidé de transformer des parkings, des places de parking, en ateliers vélo, de réparation vélo. Donc ça s'est fait complètement de manière autonome, invisible, invisible, autonome. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a donné des moyens encore plus loin. Et bien voilà des bons exemples. Chez Europe Assistance, qu'est-ce que vous diriez, Maxime, pour que... Vas-y. Let's care, allons-y, on continue, on approfondit. Et vraiment, le we care que nous voulons incarner s'étend à la planète. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut que chacun en prenne conscience et élargisse son horizon, pas uniquement à nos clients, mais vraiment à l'ensemble de notre environnement. C'est vraiment le sens de la transformation que l'on met en place. Merci. Et vous, Julien Fanon, je sais que c'est une cause pour vous, ce sujet de notre débat de ce soir. Quel est le conseil le plus efficace que vous donnez? Peut-être 2 conseils qui résonnent avec ce qu'on a dit. Le premier, c'est que chacun, quel que soit le niveau dans l'entreprise, se sente aussi une part de responsabilité dans l'amélioration de cet impact social ou environnemental. Donc il y a des leviers à tous les niveaux, on en parlait. Et puis, deuxième conseil, aussi qui fait écho à cette question de la stakeholder centricity, c'est aller en dehors des murs de l'entreprise et soyez davantage maillés autant que possible avec la société civile et avec tout l'écosystème de l'entreprise pour comprendre aussi leurs attentes, leurs contraintes et le type d'impact qu'on peut avoir avec eux. Merci à tous les 4. Je rappelle, je vous représente une dernière fois. Dominique Bunier, je rappelle que vous êtes Chief Operating Officer d'Octo Technologies qui fait partie du groupe Accenture. Manuel Boujard, vous êtes directeur de la transformation RH d'Engie et très bientôt futur DRH Europe du groupe. Maxime Gervais, vous êtes le directeur holding d'Europe Assistance. Et Julien Fanon, directeur exécutif talent et organisation chez Accenture. C'est la fin de une de ces 10 sessions, de ces Sustainability Days d'Accenture. Il y en a 10 parmi lesquels vous pouvez choisir votre programme sur la plateforme. Bonne fin de journée à tous, à bientôt, ciao.